Merci beaucoup. Donc, merci aux organisateurs pour l'invitation. Merci à la société Corsim pour organiser ce symposium. Et moi, je vais essayer en une vingtaine de minutes de vous parler de la valve Perceval, qui est une valve parfois un peu méconnue de la communauté cardiologique, ou alors connue, mais pas forcément pour les bonnes raisons, avec des informations véhiculées avec beaucoup de bienveillance par la concurrence. Donc on va essayer de regarder vraiment, comme l'a dit André, les données concrètes, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut en penser actuellement avec les données dont on dispose. Alors j'ai un lien d'intérêt avec cette présentation, outre le fait que je suis chirurgien cardiaque, que je fais aussi du TAVI. Je suis proctor pour Corsim, donc je connais bien la prothèse et je connais aussi assez bien la littérature sur le sujet. Alors, de quoi parle-t-on? La valve Perceval, c'est une bioprothèse aortique sutureless, donc c'est une bioprothèse qui s'implante sans avoir besoin de mettre des points de suture sur l'anneau, ce qui a un intérêt, outre en termes de gain de temps, mais qui peut avoir un intérêt lorsque les anneaux sont très calcifiés ou les racines sont très calcifiées, et qu'on vient implanter, comme vous le voyez ici, en la descendant en parachute grâce à 3 fils qu'on positionne dans les sinus, au nadir des valves, et on vient la positionner dans la racine, dans l'anneau aortique, comme on le fait pour toutes les valves chirurgicales. Alors vous voyez que l'architecture est un peu particulière. Parfois les gens ils disent c'est comme un TAVI chirurgical. Pas du tout en fait, parce que déjà il y a une résection de la valve et une décalcification de l'anneau exactement comme on le fait pour tous les remplacements valvulaires aortiques chirurgicaux. Et puis aussi quand vous regardez l'armature de la valve, en fait ce qui est intéressant à noter, c'est que les feuillets de la valve sont à l'intérieur d'une cage en nitinol qui vient ouvrir les sinus, et notamment le sinus de Valsalva. Et puis vous voyez aussi qu'il y a une couronne au sommet de la prothèse qui vient s'appuyer dans la jonction sinotubulaire et qui maintient en fait la prothèse en place. C'est un stent et une armature en nitinol qui est assez souple, beaucoup plus que pour, par exemple, l'Evolute, qui est un stent un peu plus rigide. Là, le stent est beaucoup plus souple et ça permet de maintenir, comme vous l'avez vu sur l'animation, une certaine biomécanique de la racine aortique et de la valve. Alors, une des particularités de cette valve, c'est qu'elle a un traitement de surface sur les feuillets qui est particulier, qui est le traitement Free, qui en fait a l'avantage de proposer une réduction du taux de phospholipides, donc il n'y a plus de phospholipides sur la bioprothèse, mais surtout il y a une neutralisation de tous les aldéhydes. Donc en fait, ces mécanismes qui sont en cause directement dans la dégénérescence structurelle des bioprothèses et dans les calcifications, sont éradiqués par ce traitement, ce qui permet de conserver cette valve non pas dans du glutaraldéhyde comme la plupart des bioprothèses, mais de la conserver à sec. Et donc ça a un intérêt majeur, mais surtout pour éviter le développement de calcification, comme le font également quelques autres valves apparues récemment sur le marché. Et puis dernier point qui n'est pas des moindres en termes de différence par rapport au TAVI, c'est que les valves qu'on utilise en TAVI, que ce soit la Sapien, que ce soit l'Evolute, on les crimpe dans le chargeur. Là, il y a également un collapsing, mais ce collapsing n'affecte pas les feuillets valvulaires parce qu'en fait, le collapsing porte sur la base de la prothèse et également sur la couronne qui est au sommet de la prothèse, mais ne touche pas les feuillets, comme vous pouvez le voir sur la photographie. Donc, les feuillets restent intacts et ne sont pas traumatisés par le collapsing. Et dans des essais in vitro, vous voyez que même après 3 heures de collapsing, ce qui n'arrive jamais, parce que en général, c'est 30 secondes, c'est pas tellement plus, ou 1 minute ou 2, même après 3 heures de collapsing, les feuillets restent intacts. Et donc ça, c'est aussi un gage de durabilité. Alors vous allez vous dire, mais lui, il vient nous parler de bioprothèse chirurgicale, alors que tout à l'heure, j'ai entendu Paul Guedné nous dire que le TAVI, c'était pour tous et pour tout le temps, et que voilà. Donc ça paraît un peu anachronique. Alors je ne pense pas du tout, parce que d'abord, dans la littérature, il y a quand même pas mal d'éléments qui montrent, et on le savait déjà depuis Partner, que les courbes se croisent, et donc les choses sont sans doute pas tout à fait si simples. Et puis dans des données plus récentes, ce qui a été rapporté tout à l'heure avec un papier paru récemment, on voit qu'à 5 ans, les courbes se croisent aussi. Donc mon message, c'est pas que la chirurgie c'est vachement bien et le TAVI c'est terrible, c'est pas ça. Je pense qu'il y a une place pour les deux, et pour pratiquer les deux techniques, je pense que la vraie question, c'est de savoir quel patient on oriente vers quelle technique. Et puis, il reste également des vraies indications à la chirurgie, comme l'a dit mon collègue précédemment, sur notamment les gestes associés. S'ils doivent être faits, il faut les faire, parce que c'est ça qui rend service aux patients.
Et puis la chirurgie, son atout majeur actuellement, le RVH chirurgical, pourquoi on en fait encore? Eh bien parce que les résultats sont quand même très bons, et c'est important de les rappeler. D'abord, il y a une très faible mortalité, un très faible taux de pacemaker, comparativement à ce qu'on observe avec les valves transcathétaires, très peu de fuites paraprothétiques, voire pas, et une durabilité pour laquelle on a un certain recul. Ça, c'est le cahier des charges de la chirurgie. Si ce cahier des charges n'est pas respecté, faut mieux faire un TAVI que de faire de la chirurgie parce qu'on ne fait pas mieux. Mais si on veut faire de la chirurgie, il faut respecter ce cahier des charges, et donc c'est ça qu'il faut regarder en détail. Un mot sur le mini-invasif, on en parlait tout à l'heure, mais c'était pour la mitrale, c'est un peu différent pour la valve en position aortique. Le mini-invasif, c'est possible pour de nombreuses chirurgies, alors c'est vrai, mais comme ça a été dit précédemment, et je peux aller dans le même sens, ça n'est possible que si on respecte exactement les mêmes règles de qualité que la chirurgie conventionnelle. On ne doit pas sacrifier les résultats à la taille de la cicatrice, parce que certes, dans le mini-invasif, les bénéfices peuvent être esthétiques, et le bénéfice esthétique, il est présent, ça c'est montré. Mais pour avoir participé à des recommandations d'experts sur le sujet il y a quelques mois, des RFE, eh bien, en fait, il n'y a aucun élément actuellement dans la littérature qui montre que ça fait mieux que la chirurgie par voie conventionnelle. Au contraire, il y a un peu plus de morbimortalité. Donc oui, il y a un bénéfice esthétique, mais on parle souvent de courbe d'apprentissage avec le mini-invasif, mais la courbe d'apprentissage, c'est un joli mot pour dire qu'il y en a quand même quelques-uns, des patients qui sont restés sur la table ou en tout cas à l'hôpital. Et donc on oublie souvent un peu tous ceux qui sont sous la courbe, et ça je pense que c'est important de le rappeler. Et puis de garder à l'esprit aussi que dans toutes ces techniques parfois un peu présentées sous forme d'exploit, que ceux qui rapportent leurs résultats, leurs bons résultats, en général, ce sont ceux qui justement ont de bons résultats. Ceux qui ont de mauvais résultats ou des accidents ou des problèmes, en général, sont rarement publiés. Et donc ça, il faut garder aussi ça à l'esprit quand on veut parler de ce genre de technique, parce qu'on s'expose au risque d'exposer d'abord le patient à des risques, et puis aussi, pour ce qui est de la chirurgie de la valve aortique, à dégrader un peu nos résultats, parce que toutes ces approches, elles sont très séduisantes d'un point de vue un peu marketing, avec des incisions de très petite taille, avec des avantages supposés, mais qui n'ont pas été montrés, notamment sur le saignement, sur les durées d'hospitalisation, de réadaptation, etc. Je parle de la valve aortique, je ne parle pas de la mitrale. Mais il y a des vraies limites, notamment en termes de résultats. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi il parle de la chirurgie mini-invasive? On doit parler de la Perceval. Parce qu'en fait, dans l'expérience avec la valve Perceval, comme elle est sutureless, elle se prête très bien au mini-invasif. Et donc, dans ces séries-là, il y a beaucoup de patients implantés d'une valve par voie mini-invasive. Et donc, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et donc, le cahier des charges, je vous en ai parlé précédemment, c'est celui-là, très faible mortalité, pas de pacemaker ou très peu, en tout cas, un très faible taux, très peu, voire pas de fuite paraprothétique, parce que ça a des conséquences sur le patient, on le sait, et puis des données en termes de durabilité. Alors ça, c'est pas que dans la littérature, j'ai ressorti une série qu'on est en train de... Un interne fait une thèse sur le sujet à la Pitié, une série de valves aortiques. Vous voyez que les résultats, c'est ceux-là. Et c'est probablement le même si on fait le tour de tous les centres de chirurgie cardiaque en France. C'est les résultats de la chirurgie cardiaque actuellement. Alors, quid de la durabilité? La durabilité, ça dépend de la chirurgie, mais ça dépend aussi du substitut prothétique qu'on utilise. Et donc, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Il y a des bonnes et des mauvaises prothèses. Alors, ce n'est pas une vidéo du dernier congrès de chirurgie cardiaque que vous voyez là, c'est une réunion de chasseurs, mais en pratique, à l'épreuve du temps et grâce au TAVI, on a été de plus en plus exigeant sur les performances des prothèses, on est de plus en plus regardant sur la durabilité des bioprothèses. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on entendait dire toutes les bioprothèses se valent. Non, elles ne se valent pas. Et aujourd'hui, le marché s'est éclairci. Et globalement, il reste sur le marché que deux grands types de prothèses. Des prothèses péricardiques bovines avec armature, chef de file la Magnaise, l'Inspiris Resilia, la Valus chez Medtronic, et puis la sutureless de Perceval. Et donc, on en arrive à cette valve, la valve Perceval. Finalement, est-ce qu'on a suffisamment de recul pour pouvoir utiliser cette nouvelle valve, même si André m'a spoilé tout à l'heure en disant que maintenant on avait quand même du recul, mais d'après vous, depuis quelle année cette prothèse a été implantée? Depuis quand est-ce qu'elle est sur le marché? Donc je crois qu'il y a
un vote interactif. Donc, je crois qu'il faut scanner le QR code pour répondre à la question. Donc, 4 possibilités. Elle est apparue sur le marché en 2007, en 2012, en 2018 ou en 2022. Donc, on va terminer le vote tout de suite parce que le suspense était à son comble. Mais vous voyez, une majorité de personnes pensent 2012, 2018. Eh bien non. Elle est apparue sur le marché en 2007. Les premières implantations de la Perceval, c'est 2007. 2007, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, 2007, c'est la même année qu'est apparue sur le marché la Magnaïs. Donc en fait, on a exactement le même recul avec la Magnaïs, qui s'impose souvent comme le gold standard, et la Perceval, puisqu'elles sont apparues sur le marché en même temps, en 2007. On a plus de 100 000 patients maintenant dans le monde qui ont été implantés avec cette prothèse, plus de 15 ans de recul, des publications, vous allez le voir, à 8 ans, 10 ans, 15 ans, plus de 500 publications, et puis des essais cliniques sur tous les continents qui ont été menés sur le sujet et qui évaluent les performances de cette bioprothèse qui, vous voyez, finalement, n'est pas si nouvelle que ça. Alors l'année dernière, à l'EACTS, l'équipe de Louvain, l'équipe de Bart Meurice, a présenté, c'est le papier de Lambert Heitz, a présenté les résultats à 15 ans de leur série de Perceval, implantée depuis les tout débuts, 2007 jusqu'à 2022 dans cette série. Donc c'est plus de 1000 patients qui ont été implantés et dont ils ont suivi pendant 15 ans les résultats. Et donc, c'est une population de patients classiques après RVH chirurgical. C'est des patients de plus de 75 ans pour la plupart. L'Euroscore, il y a beaucoup de gestes combinés dans cette série pour la moitié des patients. Et en termes de survie, les résultats sont très bons, comme pour les autres valves chirurgicales. Il n'y a pas de surmortalité. Il y a une réduction du temps de clampage, ce qui est intéressant, notamment quand on fait des gestes combinés, mais qui n'est peut-être pas l'atout majeur de cette prothèse. Et puis, en termes de performance hémodynamique, vous le voyez sur la diapositive à droite, on a des gradients qui sont très bons. Dans cette série, c'est un gradient moyen à 13 mm de mercure, qui est stable dans le temps à 10 ans. Il y a une autre série que vous verrez tout à l'heure avec des gradients à 11 mm de mercure. Donc, on est sur des résultats et des performances hémodynamiques qui sont bons sur cette bioprothèse et surtout qui sont durables dans le temps, comme vous pouvez le voir ici sur cette série, sur plus de 1000 patients. Alors on dit d'accord, mais cette valve qui s'implante dans l'anneau aortique, un peu comme on le fait avec les TAVI, quand on met une Sapien ou quand on met une Perceval, on vient s'implanter dans l'anneau aortique et on comprime un peu le faisceau de conduction. Donc finalement, cette valve, elle expose à davantage de blocs de conduction et donc davantage d'implantation de pacemaker qu'une valve chirurgicale classique implantée en supraannulaire. Alors la question suivante, c'est quel est le taux d'implantation qu'on retrouve dans la littérature pour les valves Perceval? Donc, on va démarrer le vote maintenant. Donc, est-ce que c'est moins de 5% Est-ce que c'est entre 5 et 8%, entre 8 et 10%, ou plus de 10% d'implantation de pacemaker quand on utilise la Perceval en position aortique? Je laisse encore quelques secondes pour voter. Alors, cette fois, les votes l'emportent, en effet. On a moins de 5% d'implantation de pacemaker avec la Perceval. Comme vous pouvez le voir ici, avec le temps, le taux d'implantation a diminué. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est ce que vous voyez ici, quand on reprend les différentes études dans la littérature, initialement, avant 2017, le taux de pacemaker, en effet, était un peu plus élevé que ce qu'on observe avec les autres valves chirurgicales. Dans la littérature, en moyenne, on est aux alentours de 10% avant 2017. Pourquoi? Parce qu'avant 2017, la technique de sizing de la valve n'était pas la même que celle qu'elle est actuellement. La technique de sizing a évolué. Initialement, le sizing avant 2017 avait tendance à mettre des valves un peu plus grosses parce qu'une des craintes, c'était les fuites paraprothétiques ou la migration de la prothèse. Et donc, les valves qui étaient implantées étaient un peu sursizées. Et donc, il y avait un peu plus de pacemaker. En 2017, la technique de sizing a changé. Et donc, depuis 2017, dans la littérature, on voit que le taux d'implantation de pacemaker a baissé de façon très significative. Et actuellement, dans la littérature, toutes les séries qui sortent
sur les dernières années, rapportent un taux d'implantation de pacemaker inférieur à 5%, entre 3,7 et 4,9% depuis ce sizing. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter quand on regarde le calibreur que vous voyez ici, qui nous sert à mesurer la taille de l'anneau aortique. En fait, le calibreur, c'est le diamètre de l'orifice interne de la valve, pas le diamètre externe. Ce qui fait qu'en fait, quand le calibreur passe dans l'anneau aortique, eh bien, la prothèse, elle, a quand même encore un peu d'appui sur l'anneau. Donc, il n'y a aucune raison de sursizer. Non seulement il n'y a aucune raison de sursizer, mais il ne faut pas sursizer parce que si on sursize, eh bien, le risque, c'est d'avoir plus de pacemaker. L'autre risque, c'est exactement comme avec le TAVI, notamment avec la valve évolute, c'est que les feuillets se déploient de façon moins homogène, sont un peu chiffonnés, et donc ça entraîne d'une part des gradients importants, enfin significatifs, et d'autre part, en termes de durabilité, c'est moins bien, et ça, on le sait maintenant, c'est largement rapporté. Donc il faut sizer et mettre la prothèse qui doit aller dans l'anneau et ne pas chercher à sursizer. Autre point, c'est que la valve, elle a une base qui vient s'implanter dans l'anneau aortique et en fait, on s'est aperçu avec le temps qu'il fallait réduire la taille de cette base parce qu'en fait, la protrusion ventriculaire dans la chambre de chasse de la base de cette prothèse pouvait entrer en conflit avec les faisceaux de conduction et donc entraîner un bloc de conduction. Donc sur les nouvelles prothèses qui sont accessibles maintenant depuis quelques années, eh bien cette protrusion ventriculaire a diminué, elle est moins importante et donc tout ça contribue avec le sizing adéquat à réduire le taux d'implantation de pacemaker à moins de 5%, qui est ce qu'on observe avec les valves chirurgicales dans les séries, dans la littérature. Alors, je vous ai dit, on faisait ça, les valves étaient un peu sursizées. Pourquoi ? Parce qu'une des craintes, c'était d'avoir des fuites paraprothétiques, que la valve s'impacte de façon pas satisfaisante sur l'anneau et qu'il puisse y avoir autour des fuites paraprothétiques. Donc, est-ce que cette valve a un taux de fuite paraprothétique important ? Donc, quel est le taux de fuite rapporté dans la littérature ? Entre 0 et 1%, entre 1 et 2%, entre 2 et 3% ou plus de 3% de fuite paraprothétique. Alors là, égalité entre 0 et 1% et 1 et 2%, et la bonne réponse, c'est aux alentours de 1%, donc la réponse est donc correcte, puisqu'en fait, quand vous regardez dans la littérature sur des séries avec des reculs à 8 ans, par exemple, c'est ce papier de Cancistret, vous voyez que le taux de fuite paraprothétique, il est aux alentours de 0,3% dans cette série. Quand vous regardez avec le recul à 15 ans dans la série de Lambert-Heitz qui a été présentée à l'EACTS l'année dernière, vous voyez que là, on est aux alentours de 1,3%, en sachant que dans cette série qui va depuis 2007, il y a aussi la technique de sizing qui était utilisée auparavant. Donc, on a un taux de fuite paraprothétique qui est aux alentours de 1% avec cette prothèse. Alors enfin, la question qui fâche, quelle est la durabilité de cette prothèse et notamment quel est le taux de dégénérescence structurelle de la valve, le taux de SVD. Est-ce qu'on a une SVD entre 0 et 1% patient année, entre 1 et 2% patient année, 2 et 3% ou plus de 3% pour cette prothèse dont maintenant on a un recul suffisant puisqu'on a plus de 15 ans de recul, on a enfin des données sur la dégénérescence de cette bioprothèse et sur sa durabilité. Donc, là encore, désolé, la réponse, la majorité ne l'a pas emporté, puisqu'en fait, le taux de SVD rapporté dans la littérature sur ces séries, y compris sur des séries avec des implantations qui sont maintenant assez anciennes, et donc avec un sizing qui n'était pas le même que celui qu'on fait actuellement, eh bien, le taux de SVD, il est de 0,6% patient année, donc moins de 1% de SVD, avec la définition classique de la SVD, pas une définition adaptée par l'industrie. Donc, on a un recul suffisant maintenant pour dire que cette valve, non, elle n'a pas de dégénérescence plus précoce que les autres, parce que l'expérience a montré, avec des bioprothèses qu'on utilisait il y a encore quelques années, que certaines, au bout de quelques années, se dégénéraient précocement, et on en voit revenir un certain nombre. Eh bien, avec la Perceval, quand on regarde dans la littérature, c'est pas vrai. On a un SVD autour de 0,6% patient année. Pour autant, c'est une bioprothèse
Et toutes les bioprothèses, tôt ou tard, finissent par se dégénérer. C'est lié à l'utilisation du péricarde, c'est lié aux bioprothèses. Donc toutes les bioprothèses peuvent se dégénérer. Et donc, dans ces cas-là, se pose la question de remplacer la valve, soit par voie chirurgicale. Sur la diapo précédente, vous voyez qu'il y a un certain nombre de patients qui avaient été réopérés avec donc une chirurgie rédux, mais également un certain nombre, la majorité, qui avaient bénéficié d'un TAVI en valve-in-valve. Et donc, c'est une possibilité avec la Perceval de mettre un TAVI dans la Perceval. D'abord, elle s'y prête parfaitement bien. Vous voyez ici qu'on la voit en scopie. Quand on fait un TAVI, on la voit très bien. Et ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre et connaître l'architecture de cette valve, parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a trois piliers qui sont différents des autres. Ces trois piliers qui sont différents des autres, ce sont les trois piliers sur lesquels est accrochée la bioprothèse, le tissu valvulaire. Et les autres armatures que vous voyez autour viennent en fait s'appuyer dans les sinus de Valsalva et donc maintiennent ouvert le sinus de Valsalva. Vous allez voir que ça a son intérêt quand on fait un valve-in-valve. Et le deuxième point, c'est que ces piliers, en haut de ces colonnes, vous voyez ici en haut des renflements ici, c'est en fait la hauteur maximale, la hauteur supérieure des feuillets valvulaires. Et donc ça veut dire qu'entre ces feuillets valvulaires et la couronne supérieure, eh bien, il y a un espace suffisant qui est aménagé. Et ça, vous allez voir aussi que c'est important quand on veut positionner le TAVI en valve-in-valve pour assurer une bonne perfusion coronaire. Pourquoi ? Parce que de la sorte, avec ce stent en nitinol qui vient s'appuyer dans les sinus de Valsalva, on ouvre le sinus de Valsalva et on maintient, vous voyez, une distance entre le tissu valvulaire et le fond du sinus de Valsalva, là où naissent les coronaires, de plus de 5 mm, entre 5 et 7 mm. Donc ça assure une perfusion satisfaisante, ça met à l'abri du risque d'obstruction coronaire. Et puis ça réduit également le risque de séquestration des sinus, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, entre le sommet de la prothèse avec le tissu valvulaire et la couronne qui est au-dessus, vous voyez qu'il y a un espace suffisant qui permet d'assurer une bonne perfusion des sinus et donc d'éviter la séquestration des sinus et donc la malperfusion coronaire. Et puis dernier point, qui n'est pas des moindres, quand on veut mettre une valve dans une valve, on est souvent conditionné par la taille de la valve précédente. Et lorsqu'on met une valve avec une armature, eh bien l'armature conditionne nécessairement la prothèse qu'on va implanter. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une prothèse, comme certaines, qui sont prévues pour s'ouvrir si on implante le TAVI, mais elle s'ouvre là où ça a été décidé par l'industriel, donc c'est de manière arbitraire, elle s'ouvre dans un tel ou tel endroit. Soit vous craquez la valve, ce qui revient en fait au même, et donc quand vous craquez la valve, nécessairement vous craquez aussi un peu l'anneau. Là, c'est totalement différent puisque c'est un stent en nitinol. Donc, en fait, quand on vient implanter une prothèse à l'intérieur, le stent en nitinol se déploie de façon homogène et on peut gagner jusqu'à 2,5 mm en termes d'implantation. Donc, ça a un vrai intérêt pour le valve-in-valve si on doit avoir recours à cette technique en cas de dégénérescence de bioprothèse. Donc, pour conclure sur cette valve, la valve Perceval, en termes de performance hémodynamique, on l'a vu, les résultats sont bons et sont stables dans le temps. Donc, on a une valve qui offre de bonnes performances hémodynamiques, pour lequel on dispose maintenant d'un recul suffisant pour être rassuré quant à la dégénérescence structurelle et quant à la durabilité. Le SVD est très faible, 0,6 patients année. Et puis, les résultats, avec les techniques d'implantation maintenant qui sont matures, eh bien, sont tout à fait comparables à ce qu'on observe dans les autres valves chirurgicales, moins de 5% de taux de pacemaker et des fuites paraprothétiques aux alentours de 1%. Et je vous l'ai dit, c'est parce que aussi dans ces séries, on a souvent des implantations qui sont aussi un peu anciennes, donc probablement qu'actuellement, c'est moins que ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Quand on sort du bloc opératoire, s'il y a une mini-fuite, c'est vrai pour la plastie mitrale, mais c'est vrai pour toute la chirurgie valvulaire, y compris pour les remplacements. Il faut reclamper et il faut changer la valve, ou en tout cas, il faut réparer ça. On ne peut pas sortir du bloc opératoire avec une fuite. Donc finalement, au vu de ces résultats et du recul suffisant qu'on a sur le sujet, la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi cette prothèse ne peut pas être considérée comme la prothèse en gold standard. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup Guillaume. Donc,
en pratique, quelles sont tes indications dans ta pratique courante d'utilisation de la Perceval? Typiquement, moi je pense que les bonnes indications, c'est lorsqu'on doit faire un geste associé. Hein, quand on opère un patient qui doit bénéficier de cas de pontage, etc., c'est un bon cas. Un cas très intéressant, c'est les patients qui ont une racine extrêmement calcifiée, hein, rédux d'homogreffe, des choses comme ça. Mais pour pouvoir l'utiliser en confiance, il faut pouvoir l'utiliser en routine. Donc en fait, plus on l'utilise, plus on a tendance à l'utiliser. Donc actuellement, je dirais que nous, quand la valve est tricuspide et que ça se présente bien, on a tendance à l'utiliser. Enfin, moi, j'ai tendance à l'utiliser un peu en première intention. Donc ça devient une valve de première intention pour les catégories, les indications de bioprothèse, les indications normales de bioprothèse, l'âge de bioprothèse. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Thierry. Oui, tu parlais de la Perceval pour Gold Standard, mais durabilité, oui. Malheureusement, biocompatibilité, on a encore des doutes. On avait déjà des doutes du temps de la Solo sur les problèmes des thrombopénies post-opératoires. La Perceval est fabriquée avec le même tissu, le même liquide de conservation, etc. Et on observe toujours des thrombopénies post-opératoires après Perceval. Alors, 15 ans après, est-ce qu'on a une explication meilleure que avec la Solo, et est-ce qu'on a suffisamment de recul pour dire finalement c'est rien, on fait avec? Alors, il n'y a pas de conservation, elle est conservée à sec, hein, donc elle n'est pas dans un liquide de conservation, et le traitement n'est pas tout à fait le même puisqu'il a évolué, il y a plus de, c'est pas exactement la même chose que pour la Solo. Il y a en effet une thrombopénie qui est observée en post-opératoire dans les quelques jours qui suivent l'implantation. Alors, l'origine exacte, elle n'est pas vraiment connue. Il y a quelques travaux actuellement sur le sujet. Probablement, c'est lié au traitement de la prothèse, hein, des feuillets. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a été présenté à la SFC-TCV il y a 2 ans, je crois, à Nancy. En fait, c'est quand on regarde les autres bioprothèses, il y a aussi des thrombopénies. Alors, peut-être pas dans les mêmes proportions autant, mais il y a aussi des thrombopénies. Et en tout cas, ce qui est surtout le plus intéressant et le plus important à retenir, c'est que cette thrombopénie, quand on regarde les conséquences en termes de saignement ou de transfusion, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est une thrombopénie qui spontanément remonte au bout de quelques jours, et donc en fait qu'il ne faut pas traiter. Et quand on regarde les séries dans la littérature, et nous on a regardé la même chose chez nous à la Pitié, en fait il n'y a pas plus de saignement et ça n'occasionne pas plus de transfusion. Donc en fait c'est une découverte en effet sur les bilans biologiques en post-opératoire qu'il faut savoir respecter. Il y a une petite, je crois que le seuil le plus bas apparaît aux alentours de 3 jours après l'intervention, 3-4 jours, mais remonte spontanément. Bien. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Oui. Je pense qu'il faut... Je pense que les gens sont affamés. Est-ce qu'il y a un risque d'embolisation? Est-ce qu'on peut l'utiliser s'il y a une fuite importante ou bien une bicuspédie? J'ai pas entendu. Comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque d'embolisation de la prothèse? Et est-ce qu'on peut l'utiliser s'il y a une bicuspédie ou bien une fuite aortique importante? Oui, alors c'est une très bonne question. Le risque d'embolisation, il y en a eu dans l'expérience initiale parce que le sizing était peut-être moins mature. En fait, dans les expériences des équipes qui sont entraînées, qui le font en routine, il n'y a pas d'embolisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, la valve, elle ne s'implante pas que dans l'anneau aortique, mais il y a une couronne en haut qui vient s'appuyer dans la jonction sinotubulaire et puis dans les sinus de Valsalva. Et ça, c'est au moins aussi important que la base de la prothèse pour la maintenir en place. Donc, les migrations de prothèses ont été rapportées initialement. En fait, ça n'existe plus. Hein. Donc, il n'y a pas de valve qui s'embolise. Et comme elle a une forme différente qui vient complètement épouser le sinus de Valsalva, elle ne parte pas. Hein. Sauf il y a eu des expériences, en effet, initialement sur le sujet, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Votre deuxième question, c'était par rapport à l'insuffisance aortique et la bicuspidie. Alors, dans les recommandations, c'est marrant, c'est des questions de marquage CE, mais en France, elle n'est pas recommandée dans les bicuspidies et dans les insuffisances, c'est parce qu'elle est marquée pour le rétrécissement aortique. En fait, quand vous regardez à l'international et notamment aux US, elle est autorisée, on peut l'utiliser dans ces indications-là.
En pratique, dans les bicuspidies type 1, on peut l'utiliser lorsque c'est à peu près équilibré. Dans les bicuspidies type 0, je pense qu'il ne faut pas. Il y en a qui le font, mais je pense qu'il ne faut pas. Bien. Oui. S'il vous plaît. Oui, si ça va. J'ai eu 2 fois la question d'une réintervention, notamment une fois pour une endocardite. Et on m'a dit que cette valve était plus compliquée à retirer. Quel est votre avis ? Oui, j'aurais pu mettre cette question-là aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on dit, mais qui ne sont pas forcément exactes. C'est pas du tout, parce que les gens ils pensent à ça parce qu'on y pense par analogie à ce que l'on voit quand on fait, par exemple, on réopère un TAVI, notamment une corps-valve qui vient s'implanter complètement dans le sinus, et parfois réopérer une corps-valve sur une endocardite, c'est un vrai sujet parce que ça peut se transformer en chirurgie de la racine aortique. Pour la Perceval, en fait, il y a très peu d'armature quand vous regardez à l'intérieur, donc ça n'a vraiment rien à voir. Ça s'applique d'ailleurs aussi quand on veut faire des coronarographies. Les gens disent c'est plus compliqué, c'est pas vrai, pas avec la Perceval. Et donc ça pose pas de problème particulier.